À l'occasion de précédentes astuces, nous avions appris à exporter les données dans une feuille d'un classeur Excel, mais aussi à les consolider en exportant les informations à la suite des précédentes. Ici, nous proposons de réaliser le cheminement inverse. Il est donc question d'importer les données d'un tableau Excel dans une table Access par le code VBA. Pour développer cette nouvelle solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données Access offrant déjà un formulaire, ainsi que sur un classeur Excel hébergeant des données à réceptionner, bien sûr, sous forme de fichiers compressés. Ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la base de données. Il est nommé « Importer depuis Excel ». Il est accompagné d'un sous-dossier nommé « Source » que vous pouvez ouvrir pour découvrir la présence d'un fichier Excel nommé « Tableau XLSX » sur lequel je vous invite à double-cliquer pour l'ouvrir dans Excel. Vous découvrez donc la base de données Excel dont il s'agit d'importer les données dans Access. Ce sont les colonnes B, C, D et E qui nous intéressent sur le nom de l'activité précisément, le département, et puis la ville. Il s'agit donc des rangées aux indices 2, 3, 4 et 5. Si vous réalisez le raccourci clavier CTRL fin, vous atteignez directement la fin du fichier sur la ligne 1244. Vous constatez que le nom de l'activité est Restaurant Timmy. Nous allons devoir bâtir un code VBA Access adaptatif capable de rapatrier toutes ces informations jusqu'à la dernière dans la table Access. Désormais, je vous propose donc de fermer ce classeur pour revenir à la racine du dossier de décompression et pour ensuite double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'exécuter dans Access. Bien sûr, à cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité » et puis, depuis le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire F-import, ainsi nous l'exécutons. Ce formulaire est composé d'un contrôle ActiveX Progress Bar pour rendre compte de l'état d'avancement du processus d'importation par le code VBA que nous allons construire. Il est aussi doté de deux boutons. Le premier est celui qui nous intéresse. Il est intitulé « Importer ». C'est aussi son nom d'objet. C'est lui qui doit lancer le traitement VBA consistant à interroger toutes les cellules du classeur Excel mentionnées par l'utilisateur pour rapatrier toutes les valeurs dans la table Access. Cette table est nommée Société. Je vous propose d'ailleurs de double-cliquer sur cette dernière pour l'afficher en mode feuille de données. Elle est vide bien entendu. En consultant les noms de ces champs, eh bien vous remarquez qu'elle attend de réceptionner les informations du tableau Excel. C'est le code VBA que nous devons déclencher au clic sur le bouton Importer qui doit s'en charger. Nous devons donc commencer par ajouter deux références au projet. La première doit permettre de piloter les boîtes de dialogue standard d'Office. La seconde doit fort naturellement permettre de manipuler une instance d'Excel. De retour sur le formulaire, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton Affichage, dans les propositions de choisir le mode Création, et sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur le bouton Importer pour le sélectionner, de manière à pouvoir activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété, et ensuite pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code que nous validons par le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bandes de la procédure événementielle Importer clic. Maintenant, en haut de l'éditeur, je vous invite à déployer le menu Outils pour choisir dans les propositions l'option Référence. Les deux librairies nécessaires sont déjà cochées, nous avions anticipé. Elles se nomment respectivement Microsoft Excel 16.0 Object Library et Microsoft Office 16.0 Object Library. Mais si elles n'avaient pas été présentes, il aurait fallu les ajouter pour les besoins de ce développement spécifique. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille de code. Ensuite, un certain nombre de variables sont nécessaires. Il s'agit notamment de piloter l'instance d'Excel, la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers ou encore la base de données en cours. Donc nous nous plaçons dans les bornes de la procédure. Je vous propose de commencer par déclarer un objet que nous nommons boîte et que nous allons typer comme un file dialog. Ce type est permis grâce à la référence à Microsoft Office que nous avons ajoutée au
projet. C'est ainsi que nous allons pouvoir instancier la classe des boîtes de dialogue. Bien sûr, nous allons en profiter pour stocker le chemin d'accès désigné par l'utilisateur par le biais de cette boîte dans une variable que nous nommons chemin et que nous typons naturellement comme un string. Ensuite, je vous propose de déclarer un autre objet que nous nommons instance E pour instance Excel et que là, nous allons typer comme un objet Excel.application. Encore une fois, une déclaration rendue possible, cette fois par l'autre référence à Microsoft Excel. Nous l'avons dit, nous avons besoin de piloter la base de données en cours, bien sûr, puisque nous allons y ajouter des informations. Nous déclarons donc un objet que nous nommons base et que nous typons comme un database. Cette requête, eh bien, devra être exécutée, une requête ajout, dans la table de cette base de données. Donc nous déclarons une variable que nous nommons requête et que nous typons comme un texte, c'est-à-dire comme un string. Nous allons aussi avoir besoin de connaître les lignes en cours dans le processus d'importation sur la feuille Excel, mais aussi le nombre de lignes totales de la base de données, nous le verrons, pour étalonner la barre de progression. Donc je vous propose de déclarer maintenant une variable que nous nommons ligne, que nous typons comme un entier long si d'aventure la base de données est très volumineuse, et dans l'enchaînement, une autre variable que nous pouvons nommer par exemple nbLigne pour nombre de lignes, et que nous allons typer elle aussi comme un entier long as long. Enfin, nous avons besoin de 4 variables pour réceptionner respectivement les informations des 4 champs qui nous intéressent dans la base de données Excel. Donc, la première, nous pouvons l'intituler nom. Bien sûr, nous la typons comme un string, c'est-à-dire comme un texte pour réceptionner cette information de champ. La deuxième, je vous propose de la nommer ACT pour activité. La troisième, eh bien, nous allons, autant pour moi, donc la nommer, pourquoi pas, DEP pour département. Et la dernière, que je vous propose de nommer ville, cela va de soi, pour la ville, donc asString elle aussi. Maintenant que toutes les variables nécessaires sont déclarées, nous pouvons passer à l'initialisation de certaines d'entre elles, en commençant par l'instanciation de la classe des boîtes de dialogue. C'est donc notre objet boîte qui doit être initialisé, mot-clé set, pour instancier cette classe et hériter des propriétés et méthodes grâce à la propriété FileDialog de notre objet application. Et au moment d'ouvrir la parenthèse, vous voyez que IntelliSense nous aide. C'est une boîte de dialogue manipulant les fichiers, donc c'est cette première valeur que nous devons valider. MSO FileDialog FilePicker. Puis, bien sûr, dans l'enchaînement, puisque cette classe est instanciée, notre objet boîte hérite des propriétés et méthodes. Pour preuve, nous pouvons déclencher l'affichage de cette boîte de dialogue grâce à sa méthode show pour, à partir du moment où elle est effectivement ouverte, réceptionner dans la variable chemin le chemin d'accès du fichier Excel désigné par l'utilisateur. Et pour cela, notre objet boîte propose désormais une propriété toute particulière qui se nomme Selected Items. Elle représente la collection de tous les fichiers sélectionnés par l'utilisateur. En l'occurrence, nous n'avons pas autorisé la multisélection dans cette boîte de dialogue. Donc dans cette collection, nous savons que le choix de l'utilisateur est rangé en première position, valeur 1 en paramètre de cette collection. La suite du traitement ne doit être entreprise que dans la mesure où nous avons la certitude que l'utilisateur a bien désigné un fichier et donc qu'il n'a pas cliqué sur le bouton « Annuler » de la boîte de dialogue. D'ailleurs, et à ce sujet, nous aurions pu émettre un filtre sur cette boîte pour qu'elle n'autorise que les fichiers Excel. Mais ça, nous savons le faire et ce n'est pas l'optique directe de cette formation. Donc, nous allons de nouveau réaliser un test avec une instruction conditionnelle sur le contenu de notre variable chemin. Dans la mesure où elle n'est pas vide, cela signifie que l'utilisateur a bien désigné un fichier, donc nous pouvons poursuivre le traitement. Dans ces conditions, il convient d'initialiser mot-clé set notre objet instance E pour bien, créer une nouvelle instance d'Excel grâce, comme il est de coutume, à notre fameuse fonction VBA createObject à laquelle nous allons passer, entre guillemets, le paramètre excel.application. C'est ainsi que l'instanciation de cette classe se produit, une fois encore permise par la référence que nous avons ajoutée au projet. Dans la foulée donc, grâce aux propriétés et méthodes héritées, en l'occurrence ici la propriété
visible, nous allons la régler à false pour que ce traitement se fasse en tâche de fond et qu'il n'y ait aucune fenêtre d'Excel qui s'ouvre. Et puis, eh bien, il s'agit d'ouvrir ce classeur précis dans l'instance pour que le code VBA puisse le parcourir. Donc c'est notre objet instance E qui propose une collection qui se nomme workbooks et qui permet d'accéder à sa méthode enfant open pour ouvrir un classeur précis dont nous passons le chemin d'accès en paramètres qui est stocké dans la variable chemin grâce à notre boîte de dialogue. Maintenant que l'instance est créée, nous pouvons accéder au contenu du fichier désigné par le code VBA Access. Sur ce contenu, nous allons engager une boucle destinée à parcourir toutes les lignes du tableau tant que la première cellule vide n'est pas détectée, donc tant que la fin des données n'est pas atteinte. C'est pourquoi, à la suite du code de l'instruction conditionnelle, eh bien, nous poursuivons tout d'abord petit traitement intermédiaire et nous souhaitons connaître le nombre de lignes qui composent cette feuille à laquelle nous accédons. Bien sûr, pour pouvoir l'interroger, nous avons besoin de notre instance Excel. Nous souhaitons, sur ce classeur ainsi représenté, pointer sur la première feuille. Il n'y en a qu'une grâce à la collection Sheets à laquelle nous passons la valeur 1 pour pouvoir, par voie hiérarchique, atteindre la collection de ces cellules. Objet cells, vous voyez qu'IntelliSense ne se déclenche plus puisqu'il s'agit d'objets à distance, qui propose donc une propriété que nous connaissons déjà qui se nomme Special Cells, pour pouvoir connaître bien, quelle est la dernière cellule de cette feuille. Et là, c'est une valeur de paramètre qui ne s'invente pas, qui serait fournie par IntelliSense si nous codions directement depuis l'éditeur VBA Excel, mais ici ce n'est pas le cas. Donc XL cell, type, last cell. Donc en résumé, il s'agit de la dernière cellule utile de cette feuille, propriété row, pour récupérer son indice de ligne, et bien qui va tout simplement fournir le nombre de lignes qui composent cette feuille. Ensuite, il est temps d'initialiser donc mot-clé set, notre objet base, pour piloter la base de données en cours grâce à notre fonction VBA Access currentDB, et nous pouvons positionner notre indice de ligne sur la deuxième, c'est-à-dire juste après les en-têtes, pour commencer à réceptionner les informations des enregistrements à partir du bon emplacement. Et pour cela, nous l'avons dit, nous devons engager une boucle qui doit poursuivre son traitement tant que la première cellule vide n'est pas atteinte. Donc, nous allons, grâce à notre instance Excel, ici, pouvoir accéder de nouveau à ces cellules dans une boucle while. Nous souhaitons effectivement savoir si la cellule pour la ligne en cours d'analyse dans la deuxième colonne, c'est-à-dire celle du nom de l'activité, propriété value pour accéder à son contenu, n'est pas vide. Tant que cette cellule n'est pas vide, nous savons qu'il y a une activité, nous devons récupérer les informations de la ligne et donc nous poursuivons le processus. N'oublions pas de borner notre boucle while avec le mot-clé when. À chaque passage dans cette boucle, nous devons récupérer les informations de champ ligne à ligne. Pour pointer sur chaque colonne, nous devons exploiter l'objet VBA Excel Cells, comme nous l'avons fait ici, colonne 2, ensuite colonne 3, etc. Et puisque il s'agit à chaque fois des mêmes objets parents que nous allons répéter, je vous propose d'optimiser le code comme nous l'avons appris avec un block with sur la feuille de cette instance. Tout de suite, bornons bien notre block with, end with, pour récupérer à l'intérieur donc les informations à stocker respectivement dans les variables que nous avions déclarées à cet effet. Non. Donc déjà, il y a l'information. Alors, autant pour moi, ici il faut bien un point, car c'est la collection cells de notre feuille, de notre instance. Donc, point cells sur la ligne en cours pour la colonne 2 en ce qui concerne le nom, propriété value tout de même pour accéder à son contenu, et nous allons faire de même pour, bien sûr, l'activité, pour le département et la ville. Il s'agit ici d'adapter tout d'abord les noms des variables pour réceptionner ces informations, ACT, DEP, et enfin, ville, telles que nous les avons déclarées. Oui, mais
il ne faut plus pointer sur les mêmes colonnes. Dans l'enchaînement, nous passons à la troisième, puis à la quatrième, puis à la cinquième sur la feuille Excel distante. N'oublions pas non plus que à chaque passage dans cette boucle, dès que nous avons récupéré les informations d'une ligne, eh bien nous devons incrémenter notre variable ligne pour déplacer, à l'occasion du prochain passage, l'étude sur la ligne suivante. Une fois ces données stockées, nous devons les exploiter pour les insérer dans la table Access. Pour cela, nous devons construire une requête ajout. Donc, à la suite du code, mais avant l'incrémentation de la variable ligne, nous allons créer cette syntaxe SQL dont la variable requête qui est prévue à cet effet, entre double quote, cela va de soi. Syntaxe classique, il s'agit d'une requête insert into, à exécuter sur la table locale qui se nomme société. Dans la syntaxe, comme vous le savez, nous devons maintenant énumérer les noms des champs de réception. Donc ce que nous faisons, il y a tout d'abord, nous l'avions constaté, mais vous pourriez ouvrir la table pour le vérifier, le champ société nom, le champ société activité, ensuite il y a le champ société département. Alors, je prends soin de ne pas taper trop vite pour ne pas faire de faute de frappe, car eh bien, ces noms sont stricts. Et enfin, il y a le champ société ville. Nous avons terminé l'énumération des champs de réception. Maintenant, après la clause values, eh bien, nous devons entamer dans le même ordre l'énumération des informations respectives à insérer dans ces champs. Il s'agit de données dynamiques, nous devons donc les concaténer. Il s'agit aussi d'informations textuelles, nous devons donc les encadrer de cotes. Or, nous sommes déjà entre double cotes, donc nous devons alterner les simples et les doubles cotes. Nous entrons une simple cote, suivie d'une double cote pour pouvoir concaténer et commercial avec une partie dynamique, l'information sur le nom. Nous reprenons la concaténation pour pouvoir inscrire la cote fermante, une virgule pour passer sur l'information de champ suivant, cote double cote, que nous concaténons cette fois avec, dans l'ordre, l'information sur l'activité, et commercial, double cote cote, virgule, cote double cote, et commercial, l'information sur le département, et commercial, et puis après c'est toujours la même technique, double cote cote, virgule, cote double cote, et un et commercial, pour pouvoir accéder à l'information dynamique sur la ville, un dernier et commercial pour ne pas oublier de fermer la cote de cette dernière information de champ, en l'occurrence sur la ville. Désormais, puisque cette syntaxe existe, nous devons donc l'exécuter à chaque nouvelle ligne étudiée depuis cette feuille Excel pour pouvoir insérer les enregistrements un à un. Pour cela, notre objet base a hérité d'une méthode qui se nomme execute, à laquelle nous allons passer la syntaxe de notre requête SQL enregistrée sous le nom requête. Tant qu'à faire, nous allons maintenant étalonner notre barre de progression qui se nomme évolution pour que à chaque passage, elle rende compte de l'avancement. Et nous allons exploiter une fonction qui se nomme int, puisque nous allons engager des divisions, nous ne souhaitons conserver que la partie entière. Nous allons ramener, c'est un pourcentage que nous souhaitons donner cette indication de progression, donc notre variable ligne qui suit le processus de parcours de ces lignes sur la feuille Excel, nous la multiplions par 100, et nous la ramenons donc en pourcentage en divisant par le nombre total de lignes qui composent ce tableau Excel divisé par nb lignes, et comme nous sommes dans la fonction int, eh bien, nous n'allons garder que la partie entière de cette opération. Pour finir proprement, nous devons décharger les objets de programmation et avertir l'utilisateur que le traitement est terminé. Donc, à la fin du code, juste après le wend ici, voyez-vous, je vous propose tout d'abord de fermer l'instance Excel, méthode kit, suite à quoi nous pouvons décharger cet objet de la mémoire. Nous le réinitialisons, comme vous le savez, mot-clé 7, à nothing, ça veut dire que nous détruisons. Puis nous pouvons exploiter la méthode close de notre objet base, et là, de la même façon, nous le dégageons de la mémoire en le réinitialisant à nothing. Après le ndif, eh bien, d'ailleurs, nous pourrions rester dans le ndif pour ce message box.
mais il s'agit d'avertir l'utilisateur que le processus est terminé. Donc l'importation, par exemple un message assez simple, des données Excel est terminée. Une boîte de messages. Et puis nous n'oublions pas non plus de détruire notre objet de boîte de dialogue. Cette fois, il est tout à fait justifié de coder en dehors du if, car cette boîte de dialogue est déclarée, si vous voulez, avant cette instruction conditionnelle. Bref. Donc, nous réinitialisons cet objet à nothing. Il est temps de tester le code, certes quelque peu volumineux. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de venir sur le formulaire Access, de l'exécuter par exemple avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton Importer, de pointer dans le dossier de décompression sous dossier source pour pouvoir désigner le classeur Excel, et vous voyez que aussitôt le processus s'enclenche et la barre de progression rend compte de l'avancement. Alors processus qui est relativement long parce que les données externes sont volumineuses, parce que nous les pilotons à distance par le biais d'une instance, mais vous voyez que petit à petit, nous approchons vraisemblablement de la fin de l'importation des données, et à l'issue, nous constatons que la boîte de dialogue programmée informe l'utilisateur de la fin du traitement d'importation des données Excel. Nous validons donc cette boîte de dialogue, et si nous double-cliquons sur la table société qui était vide, nous en avons instantanément le cœur net. Toutes les informations externes ont bien été récupérées par le code VBA Access jusqu'à la dernière, souvenez-vous, il s'agissait effectivement du restaurant Timmy. Voilà donc pour ce nouveau développement VBA Access consistant à importer les données d'un classeur Excel dans une table locale. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.